Dans cet épisode de Cruauté en face, nous plongeons dans une affaire où l'amour et la trahison s'entremêlent de manière tragique. Un couple apparemment uni, une intrusion nocturne qui tourne au drame et des révélations qui ont secoué toute une communauté. Les apparences peuvent être trompeuses et derrière les sourires se cachent parfois des secrets inavouables. Avant de commencer, une deuxième vidéo est déjà en ligne sur ma chaîne secondaire, Cruauté en face story. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder, à vous abonner et à commenter. J'y publierai 1 à 2 vidéos par semaine, alors ne manquez rien. Nous pensons souvent connaître ceux qui partagent notre quotidien. Pourtant, derrière les portes closes, des passions dévorantes et des complots insoupçonnés peuvent se tramer. Restez bien jusqu'à la fin, car les révélations derrière cette affaire vont vous surprendre et vous glacer le sang. Je suis Genéza, et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment une relation en apparence parfaite a basculé dans l'horreur la plus totale. Préparez-vous, car certaines vérités sont plus sombres qu'elles n'y paraissent. Angel Marie Wilson a vu le jour aux États-Unis en 1973. D'après ce qu'on sait d'elle, elle venait de Sterling Park, en Virginie, et avait fréquenté le lycée Parkview. À un moment donné, l'histoire ne dit pas si c'était un coup de foudre ou une simple erreur de parcours, elle a épousé un homme du nom de Kessinger. De cette union sont nés 4 enfants, 2 filles, Michaela et Victoria, et 2 garçons, Aaron et Benjamin. Une belle famille, sauf que le mariage, lui, n'a pas tenu. Alors qu'ils finalisaient leur séparation en 2011, le destin, ou le chaos de la vie, a décidé de bouleverser son quotidien. Un matin, en emmenant ses enfants à l'école, elle a croisé la route de Milton Henry Sawyer Jr. Milton, lui, était un pur produit de la Caroline du Nord. Né le 9 juillet 1963, fils de Doris et Henry Sawyer, il avait grandi entouré d'une sœur, de 3 frères et d'un demi-frère. Plutôt studieux, il avait suivi un parcours académique solide, décrochant des diplômes en mathématiques et en sciences informatiques à l'Université de Caroline du Nord. Un vrai cerveau. D'ailleurs, après l'obtention de son diplôme, il avait même bossé un temps à la gestion des données de l'université. Mais entre nous, les chiffres et les bases de données, ça manquait cruellement d'adrénaline. Et Milton, lui, aspirait à autre chose, quelque chose de plus libre, de plus stimulant. Il ne le savait pas encore, mais la suite de son histoire allait être bien plus mouvementée que prévu. Depuis tout gamin, Milton vouait une véritable passion aux objets anciens et de collection. Plutôt que de laisser ce hobby dormir dans un coin de sa tête, il a décidé d'en faire son gagne-pain. C'est ainsi qu'il a ouvert The Hunter of Treasures, le chasseur de trésors, une boutique spécialisée dans les montres, les antiquités, les objets de collection et l'achat-vente d'or. Un business prometteur et cerise sur le gâteau. La boutique se trouvait à 3 kilomètres de chez lui. Autant dire qu'il n'avait pas à traverser des continents pour aller bosser. Côté perso, il s'est marié et est devenu père de 3 enfants. Mais, parce que la vie n'est jamais aussi lisse qu'une montre suisse, il a aussi eu une aventure qui lui a donné une fille de plus. Une situation, disons, délicate. Les sources ne précisent pas si c'est cette infidélité qui a scellé le sort de son mariage, mais toujours est-il que le couple a divorcé et visiblement sans trop de drame. C'est dans ce contexte que Milton a croisé la route d'Angel. Elle avait 10 ans de moins que lui, mais ça n'a pas empêché leur relation de se développer. En 2011, ils se sont dit oui, et Angel est officiellement devenue Madame Sawyer, et comme dans une version XXL des 7 à la maison, ils ont fusionné leurs 2 familles pour former un joyeux chaos de 7 enfants. Rapidement, Angel s'est impliquée dans les affaires de son mari, et pas qu'un peu. The Hunter of Treasures a été rebaptisé en toute modestie, le chasseur de trésors Milton et Angel Sawyer.
Elle a retravaillé l'agencement des articles, les a mis en valeur, revu les prix et visiblement, Milton a adoré ce coup de frais dans son commerce. Pendant 6 ans, tout semblait rouler. Les enfants grandissaient, partaient un à un du nid familial, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le couple et 2 filles sous leur toit. Une vie bien rangée, une relation qui semblait solide, du moins en apparence, parce qu'en réalité, cette histoire allait connaître un tout autre dénouement, un dénouement brutal. En 2017, Angel a eu un petit accident de voiture. Rien de dramatique, pas de blessure grave, du moins en apparence. Mais à partir de là, elle a commencé à ressentir des douleurs persistantes à l'épaule et à la hanche. Les consultations se sont enchaînées, les spécialistes se sont multipliés et les résultats, décevants. Finalement, on lui a recommandé un certain Isaac Dustin Melcher, un praticien du centre médical Santara qui utilisait une technique alternative, la ponction sèche. Le principe ? Des aiguilles plantées dans les muscles et les tissus affectés. Un peu comme l'acupuncture, sauf qu'ici, on ne parlait pas d'énergie spirituelle, juste de douleurs bien concrètes. Angel, lassée des traitements classiques et désespérée de voir ses souffrances s'éterniser, a décidé de tenter l'expérience à l'automne 2017. Les premières séances se sont déroulées sans accroc. Discussions banales, centrées sur son état de santé, quelques échanges sur la vie en général. Rien d'alarmant. Mais au fil du temps, la relation a pris un virage plus intime. Angel a commencé à se confier sur son mariage, sur son mari. Elle disait que Milton était étouffant, obsédé par le travail et la maison, au point qu'elle n'avait aucune liberté. Pas de sortie entre amis, même pas d'église en solo, trop d'hommes autour selon lui. Et, paradoxalement, alors qu'il se montrait possessif, il ne semblait avoir aucun intérêt pour elle. D'après Angel, elle aurait pu être nue à côté de lui sans qu'il daigne lever un sourcil. Et ce n'était pas tout. Elle décrivait un mari colérique, abusif, qui lui criait dessus au point de lui déclencher des crises d'angoisse. Parfois, c'était si violent qu'elle en vomissait. Parfois, elle finissait en pleine attaque de panique. Ce qui, jusque-là, ressemblait à un simple traitement médical prenait une tournure bien plus sombre, et Isaac, le thérapeute, allait vite devenir bien plus qu'un simple soigneur pour Angel. Isaac était un homme marié, profondément religieux, avec des principes solides, du moins en théorie. Mais Angel, cette blonde séduisante qui, séance après séance, se rapprochait un peu plus de lui, plus vulnérable, plus provocante, a commencé à s'insinuer dans ses pensées les plus intimes. Et puis, en décembre 2017, le masque est tombé. Angel lui a envoyé un message lui proposant une photo d'elle, entièrement nue dans un jacuzzi. Isaac savait que c'était une très mauvaise idée. Il était marié, il risquait sa carrière, il risquait son honneur, mais visiblement, l'envie l'a emporté sur la raison. Il a accepté l'offre. Et ce simple message a marqué le début d'une aventure que plus tard, il regretterait amèrement. Tout a commencé par un premier rendez-vous. Officiellement, il a tenté de faire machine arrière. Du moins, c'est ce qu'il a affirmé plus tard. Il disait craindre pour son travail, redouter la réaction de sa femme si elle découvrait tout ça. Angel, compréhensive, lui a même proposé de tout arrêter. Enfin, ça, c'était jusqu'à la séance suivante, car cette fois, au lieu de simples sous-entendus, elle a décidé d'être beaucoup plus directe. Elle s'est mise complètement nue devant son thérapeute. Et là, la dernière barrière de moralité d'Isaac a volé en éclats. Dès lors, plus de retenue. Ils ont commencé à se donner rendez-vous via une messagerie de réseau social, puis sont passés sur un mode de conversation plus discret, top secret même. Et jusqu'à la fin de 2017,
leurs rencontres intimes se sont multipliées, entre 3 et 5 fois par semaine, dans le cabinet d'Isaac, sous couvert de séances de thérapie. Mais en janvier 2018, coup de froid sur leur idylle interdite. Angel a annoncé à Isaac qu'elle ne viendrait plus. Pourquoi ? Parce que Milton, son mari, commençait apparemment à avoir des doutes. Du moins, c'est ce qu'elle lui a raconté. Isaac y a vu une opportunité de mettre un terme à cette liaison avant qu'elle ne détruise sa vie. Sauf que là, Angel a sorti une nouvelle carte. Elle lui a confié qu'elle ne savait pas si elle pourrait continuer à vivre sans lui et qu'elle songeait à en finir. Sincère détresse ou manipulation bien rodée. Quoi qu'il en soit, ça a marché, car il a cédé, encore une fois. Puis, en avril, surprise, Angel est retournée en thérapie. Elle avait, semble-t-il, réussi à convaincre Milton qu'elle en avait vraiment besoin. Et même après avoir arrêté les séances médicales la relation, elle n'a pas cessé. Entre deux ébats, Angel se plaignait toujours de son mari. Selon elle, s'il découvrait la vérité ou si elle tentait de le quitter, il pourrait lui faire du mal. Il fallait être aveugle pour ne pas voir que Milton sentait que quelque chose clochait. Et puis, il y a eu ce moment gênant à la fin de mai lors du jour férié de la journée des soldats. Les familles d'Angel et d'Isaac se sont retrouvées par hasard sur la plage de Jeannette Spear, un immense ponton de 300 mètres qui s'avance dans l'océan, parfait pour la pêche, et les rencontres embarrassantes. Milton n'a pas du tout apprécié d'y croiser le thérapeute de sa femme. Quant à Isaac, il n'a probablement jamais autant regretté une sortie en famille. Mais le vrai problème est arrivé quelques jours plus tard. Une des filles d'Angel a passé un coup de fil au supérieur d'Isaac pour le prévenir. Milton envisageait d'aller au centre médical pour confronter le thérapeute. Apparemment, cette info a mis tout le monde en panique, au point que la police d'Elizabeth City a été prévenue, de peur que la situation ne dégénère. Résultat, des policiers ont été envoyés directement pour parler à Milton et lui conseiller très fortement de ne pas mettre les pieds au travail d'Isaac. L'affaire commençait à sérieusement sentir le roussi. Après cette scène tendue, Isaac a immédiatement cherché à contacter Angel. Il voulait savoir si elle allait bien, si son terrifiant mari violent l'avait blessée. Réponse d'Angel: pas encore. Une réponse brève, mais qui a suffi à alimenter ses pires craintes. À ce stade, il était totalement amoureux d'elle et terrifié à l'idée que Milton puisse s'en prendre à elle. Et cette peur a pris une toute autre ampleur en juin. Du jour au lendemain, plus de nouvelles. Impossible de la joindre via leur messagerie habituelle. Silence radio. Finalement, il a réussi à l'avoir au téléphone. Sauf que cette conversation a tout sauf apaisé son angoisse. Angel lui a confié que Milton lui avait confisqué son téléphone. Elle ne savait pas si elle pourrait encore communiquer avec lui, ni même comment leur relation pourrait survivre. À la fin du mois, Isaac était perdu. Il ne voyait plus clair. Il voulait être avec Angel, et il était prêt à tout sacrifier pour elle, sa femme, ses 3 jeunes enfants, sa carrière. Rien d'autre ne comptait. Il ne pensait qu'à la sauver de Milton, ce mari qu'elle lui décrivait comme une menace permanente. Angel, de son côté, lui avait confié son plan. Dès que ses filles seraient à l'université, elle partirait vivre en Floride. Pour lui, c'était impensable. Il ne pouvait pas la laisser partir. Il lui a alors proposé une alternative. Trouver un endroit sûr où elle pourrait rester, où ils pourraient continuer leur relation, loin de Milton. Sauf que Milton sentait que quelque chose clochait. Il avait des doutes, de plus en plus. À plusieurs reprises, il avait confronté Angel à propos d'une possible infidélité. Mais, comme à son habitude, elle avait tout nié en bloc. Sauf que Milton n'était pas dupe. Et à un moment donné, on ne sait pas exactement quand, il s'est rendu directement au cabinet d'Isaac. Face à lui, Isaac a tout nié. Aucune liaison.
rien d'autre qu'une relation professionnelle. Mensonge ou panique? Probablement les deux. Mais qu'importe, cette histoire allait mal se terminer. Et effectivement, tout a basculé dans la nuit du 2 août 2018. Ce soir-là, un voisin a été réveillé par des coups désespérés contre sa porte. Lorsqu'il a ouvert, il s'est retrouvé face à Angel en état de choc. Elle hurlait hystériquement, le visage couvert de sang, un filet écarlate coulant sur son front. Ses mains étaient encore attachées avec du ruban adhésif isolant. Terrifiée, elle ne cessait de répéter qu'un intrus était entré chez elle et que son mari était mort. Face à cette scène cauchemardesque, le voisin a immédiatement composé le 911. Quelques minutes plus tard, la police et les secours médicaux ont envahi les lieux. Les paramédics se sont précipités sur Angel, ont stoppé l'hémorragie de la blessure sur son front et ont délicatement retiré le ruban adhésif de ses mains, conservé pour analyse. Y aurait-il des empreintes de l'agresseur? Angel, encore sous le choc, a été évacuée vers l'hôpital le plus proche pour un examen plus poussé. Mais une question planait dans l'air, oppressante, impossible à ignorer. Que s'était-il vraiment passé cette nuit-là? Les agents du bureau du shérif ont pris la direction de la maison des Sawyer, bien décidés à comprendre ce qui s'était réellement passé. Angel, encore sous le choc, était incapable de donner un récit clair des événements. Sur place, ils ont trouvé l'entrée principale verrouillée, mais en faisant le tour, ils ont découvert que la porte arrière était grande ouverte. À l'intérieur, tout semblait en ordre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la chambre principale. Là, c'était un véritable champ de bataille. Vêtements éparpillés, meubles déplacés, tiroirs fouillés. Puis, en entrant dans la salle de bain, ils ont découvert Milton, face contre terre, les mains attachées derrière le dos, sans vie. Aucune blessure apparente, mais son corps était déjà en rigidité cadavérique. À première vue, tout indiquait un cambriolage qui aurait mal tourné. Des taches de sang étaient visibles dans la chambre et l'état de la pièce suggérait une lutte. Mais en fouillant davantage, un détail a semé le doute. Sur une table près de la porte arrière, la clé de la maison était posée en évidence. Quel cambrioleur prendrait la peine de chercher une clé et de refermer derrière lui? Cela ne collait pas. Pendant que la police scientifique commençait son travail et que le corps de Milton était envoyé au médecin légiste, les enquêteurs se sont rendus à l'hôpital où Angel était soignée pour l'interroger. À l'hôpital, elle a raconté sa version des faits. Elle et Milton étaient allongés sur le lit en train de regarder la télévision lorsque, prise d'une envie de grignoter, elle était sortie chercher des collations. En ouvrant la porte de la chambre, elle était tombée nez à nez avec un homme vêtu intégralement de noir, le visage masqué, ne laissant voir que ses yeux. L'intrus l'avait menacée avec un pistolet et exigeait de l'argent et des objets de valeur, affirmant qu'il savait qu'il possédait une boutique d'or et d'antiquités. Ensuite, il avait immobilisé Milton, l'avait attaché et enfermé dans la salle de bain. Lorsque Angel avait tenté de résister, il l'avait frappée à la tête, la laissant inconsciente. À son réveil, tout était silencieux. En panique, elle avait lutté pour se libérer du ruban adhésif qui liait ses mains avant d'essayer de réanimer Milton. Mais c'était trop tard. Il ne répondait plus. Alors, submergée par la peur, elle s'était précipitée hors de la maison pour demander de l'aide chez un voisin. Un récit dramatique, mais qui soulevait plus de questions que de réponses. L'enquête a progressé à toute vitesse. Quelques jours plus tard, les résultats préliminaires de l'autopsie ont révélé que Milton était mort par asphyxie, causée par une compression du cou. Et surtout, un détail troublant, l'intrus n'avait jamais tenté d'entrer par la porte principale. Il était allé directement à la porte arrière et avait utilisé la clé qui était posée bien en évidence. Coïncidence?
Pour la police, cela semblait peu probable. Lors d'un nouvel interrogatoire, elle a affirmé que Milton était un mari jaloux et possessif, qu'il lui interdisait de sortir seul et qu'il contrôlait tout. Mais ce que la police voulait surtout comprendre, c'était comment l'agresseur avait su où trouver la clé. Elle a répondu que leurs enfants allaient et venaient souvent, et que les clés finissaient toujours par se perdre, d'où l'habitude de les laisser accessibles. Une explication qui, aux yeux des enquêteurs, ne tenait pas vraiment la route. Plus ils creusaient, plus les incohérences s'accumulaient, et Angel commençait à apparaître sous un tout autre jour. Cette fois, Angel a modifié quelques détails clés de son récit. Selon elle, dès qu'elle avait ouvert la porte de la chambre, elle s'était heurtée à l'assaillant qui lui avait ordonné de se jeter au sol. Mais, détail troublant, elle a précisé qu'elle était complètement nue à ce moment-là. Avant d'obéir, elle aurait donc attrapé un torchon appartenant à Milton pour se couvrir, craignant que sa nudité ne réveille un instinct chez l'intrus. Un détail pour le moins étrange. Milton, quant à lui, aurait coopéré immédiatement et se serait lui aussi jeté au sol. Tous deux auraient ensuite été ligotés, mais Angel n'a pas su expliquer comment un simple voleur avait réussi à immobiliser son mari, un homme de plus d'1,80 m et près de 100 kilos. L'assaillant, lui, ne parlait que d'une chose, l'argent, les bijoux et surtout les clés du magasin où il savait que se trouvait de l'or. Puis, elle aurait tenté de s'enfuir pour chercher de l'aide, mais l'homme l'aurait violemment attrapée et jetée au sol. Sa tête aurait percuté le bord d'une table, la sonnant sur le cou. C'est là que l'histoire prend un tournant encore plus étrange. Elle a raconté que l'intrus avait fait tomber son téléphone et s'était soudain mis à paniquer pour le retrouver. Voyant cela, elle lui aurait donné un coup de main en poussant l'appareil vers lui. L'homme, soulagé, se serait alors écrié « Merci mon Dieu » avant de prendre le téléphone et de s'enfuir. Angel, malgré la douleur et le chaos, aurait alors réussi à se relever tant bien que mal, à atteindre la salle de bain et avec les mains toujours attachées, aurait tenté de réanimer Milton. En vain, elle aurait alors vomi, puis serait sortie chercher de l'aide chez un voisin, libérant l'une de ses mains en chemin. Les enquêteurs, peu convaincus par ce récit de vol raté aux allures de thriller bancal, ont poussé l'interrogatoire plus loin. Lors de l'un des entretiens, Angel a finalement donné un nom, un certain Dylan, un homme qu'elle décrivait comme un habitué du magasin de son mari, souvent là pour revendre des objets volés. Un coupable idéal? Problème, la police le connaissait déjà. Mieux encore, au moment du crime, il était en détention. L'alibi était béton. Puis, un témoin inattendu a mis les enquêteurs sur une toute autre piste. L'un des fils de Milton a évoqué un autre nom, Isaac Melcher. Il a révélé que le thérapeute et Angel n'avaient pas qu'une relation professionnelle. Au contraire, cette histoire avait provoqué de sérieux conflits dans le mariage de son père. Une révélation qui a changé toute la direction de l'enquête. Face à cela, Angel ne s'est pas démontée. Elle a assuré qu'Isaac n'était que son thérapeute avant de pivoter sur une toute nouvelle version. Il l'obsédait, il la harcelait, lui envoyait des messages sous de faux noms pour tenter d'entrer en contact avec elle, parce qu'elle l'avait bloqué. Une histoire compliquée qui sentait l'esquive à plein nez. Le nom d'Isaac étant désormais au centre de l'affaire, les enquêteurs sont allés lui rendre visite. Dès les premières minutes de l'interrogatoire, il a tout nié en bloc, aucune relation avec Angel, rien de plus qu'une patiente. Mais lorsque les policiers lui ont demandé son téléphone, il a sorti une excuse digne d'un mauvais scénario. Il l'aurait accidentellement fait tomber dans l'eau, rendant l'appareil inutilisable, et il l'avait jeté. Pire encore, il a affirmé que, par pure coïncidence,
il s'était rendu dans une supérette la nuit même du meurtre pour acheter un nouveau téléphone. Mais bien sûr, il n'avait pas gardé la facture. Autant dire que, désormais, il était dans une position très inconfortable. Les enquêteurs se sont donc rendus à la boutique où il prétendait avoir acheté son nouveau téléphone. Mais surprise, aucune trace de cet achat dans les enregistrements. Aucune vidéo de surveillance ne montrait sa présence ce soir-là. Un alibi qui s'effondrait. Avec un mandat de perquisition en main, les autorités ont alors investi le domicile d'Isaac, mais il était déjà parti, direction l'Oregon, officiellement pour rendre visite à sa mère. Sa femme et ses enfants, disparus également. Pendant ce temps, Angel a informé les enquêteurs qu'elle venait de recevoir un message d'Isaac sur les réseaux sociaux. Elle leur a tendu son téléphone pour qu'ils le lisent. Mais en fouillant un peu plus, les policiers ne sont pas tombés que sur ce message. Ils ont découvert une avalanche de textos, des échanges sans équivoque, témoignant d'une romance bien plus intense qu'Angel ne voulait l'admettre. Et là, devant les détectives, sous leurs yeux médusés, elle a pris son téléphone et supprimé les messages. De son côté, Isaac était en pleine bataille intérieure. Son voyage en Oregon? Probablement une quête de rédemption, un besoin de confesser ses péchés. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a avoué tout le crime à sa femme, Darlene, et à son pasteur, Eugène Casimir, alias Louis. Ce dernier, après avoir écouté l'impensable, a pris une décision radicale. Contacter le bureau du shérif en charge de l'enquête. Très vite, des agents de Caroline du Nord ont débarqué en Oregon. Sous leur impulsion, Louis a accepté d'appeler Isaac pour une conversation à cœur ouvert. À la demande d'Isaac, l'appel s'est fait via une application sécurisée, mais il ignorait une chose essentielle. La police était là, en mode écoute discrète, haut-parleur activé. Après quelques banalités, Louis a habilement amené la discussion sur le sujet brûlant. Pourquoi Angel ne s'était-elle pas simplement contentée de divorcer? La réponse d'Isaac a tout scellé. Il a confié qu'Angel avait peur. Elle était convaincue que Milton la tuerait si elle tentait de le quitter. Alors lui avait renié ses croyances et agi. Mais ce n'était pas censé se passer ainsi. Il pensait qu'Angel le laisserait tranquille après ça. Sauf que non. Elle ne voulait pas qu'il s'éloigne. Elle savait beaucoup plus qu'elle ne le disait, a-t-il ajouté. Mais il était certain que si elle parlait, elle tomberait aussi. Avec cet aveu accablant, les enquêteurs avaient enfin ce qu'ils attendaient, un mandat d'arrestation pour Isaac. Mais l'étau ne se refermait pas uniquement sur lui. Angel allait devoir faire face à la vérité. Lors de son nouvel interrogatoire, elle a d'abord tout nié. Puis, sous la pression, elle a fini par concéder un point capital. Elle savait, dès le départ, que l'intrus était Isaac. Mais elle ne l'avait pas dit, par peur qu'il ne s'en prenne à elle aussi. Ensuite, elle a tenté de se dédouaner. Elle ne savait rien des plans d'Isaac. Elle n'avait jamais facilité le crime. Elle ne lui avait pas laissé la clé de la maison. Puis son discours s'est effrité. « Je n'ai pas prévu cela. Ce n'était pas moi. Je ne veux pas être avec lui. Je n'ai rien fait. » Mais ce qui était clair aux yeux des enquêteurs, c'est qu'Angel avait menti dès le début. D'abord, elle affirmait qu'Isaac la harcelait. Maintenant, elle reconnaissait qu'ils avaient eu une relation intime. 2 fois d'abord, puis 3, justifiant que son mariage allait mal. La vérité, elle avait joué un rôle bien plus grand qu'elle ne voulait le laisser croire. Et désormais, elle n'avait plus d'échappatoire. Lors de l'interrogatoire, Angel a changé de version. Son mariage était soi-disant parfait, avec 6 jours d'amour par semaine. Un détail croustillant, surtout après avoir pleuré sur l'indifférence de son mari. Puis, elle a accusé Isaac de lui avoir ordonné d'empoisonner Milton sous la menace. Mais bien sûr,
Elle a juré ne jamais être passée à l'acte. Personne n'a mordu à l'hameçon. Le 28 août 2018, elle a été arrêtée, après l'inculpation des amants pour meurtre. En 2020, une nouvelle charge est tombée, complot. Pendant ce temps, la femme d'Isaac, Darlene, a fait un choix surprenant, rester avec lui et refuser de témoigner. Un amour inébranlable, ou une naïveté sans fond. Milton, lui, a été honoré par sa communauté, mais sa famille a dû lancer une collecte pour lui offrir des funérailles. Pendant ce temps, Angel et Isaac échangeaient encore des mots doux, en versets bibliques. Un peu de sainteté ne pouvait pas faire de mal après tout. Puis, en octobre 2020, Isaac a craqué. Il a livré des preuves accablantes et compris qu'il avait été manipulé. Finalement, il a témoigné contre Angel, révélant comment elle l'avait convaincu que Milton devait mourir. Ainsi, un homme respectable, père de famille et thérapeute religieux, s'est transformé en assassin. Et tout ça pour une femme qui l'avait mené à sa perte. Au départ, le plan d'Isaac et Angel était plus discret. Un empoisonnement façon surdose accidentelle. Un premier essai avec de l'alcool et des pilules avait plongé Milton dans un profond sommeil, mais au réveil, toujours vivant. Angel a alors changé de stratégie, un faux cambriolage qui tournerait mal. Isaac n'aimait pas ce plan, trop risqué. Pourtant, il a continué à échanger secrètement avec elle, paranoïaque au point de cacher un téléphone dans son jardin. Elle, en retour, lui a offert des objets imprégnés de son odeur, reliques d'une liaison qui virait à l'obsession. Le 1er août 2018, persuadé que Milton avait découvert leur secret, Isaac a paniqué. Il a rassemblé un kit de tueurs improvisés, anxiolytiques, alcool, ruban adhésif et un pistolet sans balles, pensant que l'intimidation suffirait. Erreur fatale. Peu après minuit, il est entré chez les Sawyer. La clé était là, comme prévu. Angel lui a ouvert la porte, lui laissant le champ libre. Isaac a attaché Milton, puis l'a étranglé, serrant jusqu'à ce que le corps s'affaisse. Pour être sûr, il a comprimé ses carotides. Angel, impassible, a pris le pouls de son mari. C'est elle qui a confirmé. Milton était mort. Après s'être assuré que Milton était bien mort, Angel et Isaac ont mis en scène le faux cambriolage. Ils ont pris l'argent qui se trouvait sur la table de chevet, vidé le coffre à bijoux d'Angel et déplacé quelques meubles pour simuler une fouille. Puis, elle est allée encore plus loin. Elle a demandé à son amant de lui attacher les mains avec du ruban adhésif et même de la frapper pour que la scène paraisse plus réaliste. Isaac s'est exécuté, mais pas assez fort. Alors, elle s'en est chargée elle-même. Elle voulait que je la frappe pour que ça fasse plus vrai, je crois. Mais visiblement, la première fois n'a pas suffi. Elle s'est assise et, en gros, elle s'est fracassée la tête contre un coin d'une armoire. Voilà ce qu'Isaac a raconté. Une automutilation destinée à jouer la victime parfaite. Une fois sa performance parfaitement en place, Isaac a quitté la maison. Le reste de l'histoire, on la connaît. Angel a couru chez ses voisins, saignant du front, hurlant à l'intrusion et à la mort de son mari, livrant une prestation digne d'un film hollywoodien. Le procès des deux accusés s'est ouvert en septembre 2021 au tribunal supérieur du comté. La défense d'Angel a immédiatement tenté de faire rejeter les charges pour manque de preuves, mais la demande a été rejetée. Tout au long du procès, Angel a choisi de garder le silence. Mais Isaac, lui, a tout raconté. Chaque détail, chaque mensonge, chaque manipulation. Son témoignage était essentiel, ce qui a poussé la défense d'Angel à tenter de le discréditer, l'accusant d'être un témoin peu fiable qui cherchait simplement à réduire sa propre peine. Mais il était trop tard pour sauver Angel. Le jury s'est retiré pour délibérer et moins de 30 minutes plus tard,
le verdict est tombé. Coupables, tous les deux. Angel Mary Sawyer a été condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Une peine de 157 à 201 mois s'est ajoutée pour conspiration, à purger simultanément. De son côté, Isaac Melcher a écopé de 20 ans de prison et pourrait retrouver la liberté en 2042. Sans surprise, Angel a fait appel de sa condamnation, mais en mars 2023, son recours a été rejeté. Elle peut toujours tenter une dernière manœuvre juridique, mais une chose est quasi certaine, cette femme terminera ses jours en prison. Au final, Angel a prouvé qu'elle était une femme guidée par l'ambition, utilisant la luxure comme une arme pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle n'a pas seulement détruit un homme bon, un homme qui l'aimait, un homme qui voulait simplement reconstruire sa vie. Elle a aussi détruit Isaac, un professionnel respecté, un homme religieux, qu'elle a poussé à tout perdre, sa famille, sa carrière, sa liberté. Peut-être que le résumé le plus juste est venu des frères de Milton lorsqu'ils ont été interrogés par la police. Leur verdict était sans appel. Angel était une femme narcissique, avide d'attention, insatiable. Milton lui offrait tout pour la garder heureuse, mais rien n'était jamais suffisant pour elle. Alors, qu'en pensez-vous? Qui est le plus coupable dans cette affaire? L'amant aveuglé ou la femme manipulatrice? Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.